Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ce nouveau webinaire, l'avant-dernier de la saison, pourrions-nous dire. On vous attend, vous commencez à arriver dans la salle virtuelle. Si vous avez la gentillesse de vous manifester dans le chat pour nous dire que vous nous voyez bien, que vous nous entendez bien. Et on vous attend tranquillement. On va démarrer dans 4 petites minutes à 14h05. J'ai le plaisir d'avoir avec moi Myriam Bendriem, qui est sage-femme expérimentée, et Betsabé Ifra Doubès, que vous avez eu l'occasion d'entendre et d'interagir avec le docteur Judith Trincart à l'occasion du webinaire très sensible sur la maltraitance sur les enfants et l'inceste. Et donc, qui elle est sophrologue et qui est masseuse énergétique. Et voilà, Myriam et Betsabé ont travaillé à la fois, c'est là tout l'intérêt, tout l'apport de leur présence aujourd'hui. Elles travaillent à la fois au sein de la PHP, dans le public, et aussi dans le privé. Donc, elles nous offriront une vision à 360 degrés. La thématique de ce jour, qui est, alors je l'avais intitulée initialement, les violences obstétricales et gynécologiques, comprendre et se défendre. Et j'ai un petit peu nuancé, notamment grâce à la présence de Myriam Bendriem, en ouvrant, je dirais, le champ, en ne posant pas une affirmation, mais plutôt une interrogation. Peut-on parler de violences obstétricales et gynécologiques ? Parce que au sein du médical, de manière plus large, c'est un sujet à part entière. C'est souvent des problématiques médicales qui se jouent dans l'urgence et dans la gravité, et donc qui donne un regard légèrement différent par rapport aux autres problèmes d'ordre médicaux qu'on peut trouver. Notamment, moi, je pratique beaucoup de préjudices corporels. Et vous, très bien, merci Dalila. Vous nous voyez bien et vous nous entendez parfaitement bien. Eh ben, écoutez, je vous remercie de votre merci. J'espère que, encore une fois, toute la teneur du webinaire vous donnera tous les éclairages possibles pour orienter au mieux et accueillir au mieux les questions des salariés et des agents que vous recevez. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que je fais, comme vous le savez, beaucoup de réparation de préjudices corporels. Et au sein de la réparation de préjudices corporels, les violences gynécologiques obstétricales occupent une place très particulière. Très, très particulière, parce que précisément, et on va y venir, et vous allez voir, voilà, on va pouvoir vraiment croiser nos trois regards, c'est qu'elle met véritablement au centre la notion de consentement ou de la difficulté de donner son consentement. Myriam Bendriem en parlera largement, notamment pour des actes qui sont souvent décriés comme l'épisiotomie ou parfois une césarienne qui n'est pas préparée. À quel moment est-ce qu'on peut réellement demander le consentement à une femme qui n'a peut-être pas tous ses esprits, qui est pris par la douleur, etc. À quel moment est-ce que ça se situe entre les gynécologues qui disent que oui, il faut informer en amont les femmes de tous les risques de l'accouchement, au risque de la traumatiser à l'avance, ou ceux qui sont plutôt partisans de dire non, il vaut mieux pas. Avec Betsabé Ifra, on intégrera plus la vision, je dirais purement corporelle, du ressenti très archaïque des femmes par rapport à leur corps, et notamment aux traumatismes parfois qui sont liés entre un gynécologue qui va toucher une femme, qui sait pas forcément que cette femme a peut-être été agressée ou a subi des violences dans l'enfance. Il y a parfois des choses qui sont démultipliées du fait qu'un traumatisme vient s'ajouter parfois à des traumas initiaux. Donc encore une fois, on a peu de temps, mais on va essayer de balayer au maximum le sujet pour vous donner les highlights qui vont vous permettre d'orienter au mieux les personnes que vous rencontrez. Donc, il est 14h04. Si d'autres personnes souhaitent aussi se manifester dans le chat pour qu'on soit sûr que le son est bon, que l'image est bonne, et on va démarrer tout de suite. Voilà, si d'autres personnes veulent se manifester, ce serait très, très gentil. Et si vous ne vous manifestez pas, comme on dit en droit, qui ne dit mot consent. C'est-à-dire que, voilà, je pense que c'est bon. Alors, merci beaucoup, merci Audrey. Alors, vous avez été une trentaine à vous inscrire à ce webinaire. Alors, c'est vrai que la thématique de ce webinaire est un peu plus, je dirais, confidentielle que les autres thématiques
Merci Catherine, merci Justine, Madame Brocard, dont je connais pas les prénoms, mais voilà, merci de nous dire que tout va bien. Donc c'est vrai que la thématique de ce jour, elle est un peu plus confidentielle, je dirais un petit peu moins mis en lumière, quoique elle a été beaucoup sous le feu de l'actualité ces derniers temps, que les précédents webinaires qui se voulaient peut-être plus généraux, concernant plus, je dirais, notre activité de cabinet d'avocat généraliste. Mais il me semblait que c'était vraiment un sujet très important à déployer, d'autant plus que, comme vous le savez, et je vais arrêter tout de suite là-dessus, c'est que j'interviens beaucoup en entreprise et c'est un sujet au-delà de la thématique des divorces, des séparations, des violences conjugales, qui sont malheureusement des sujets phares sur lesquels on me demande d'intervenir. Et bien tout ce qui est les violences faites aux femmes, et notamment ces violences qu'on dit gynécologiques, obstétricales, ce sont aussi des sujets qu'on me demande de traiter avec des experts. Et c'est pour ça que si ce webinaire vous a plu, et souvent les retours sont bons, et je vous en remercie, encourageant, et ben l'idée de ces webinaires à la rentrée, c'est de les étendre et d'en faire des programmes de formation. Donc, si à l'issue de ce webinaire, vous êtes intéressé éventuellement pour vos structures à ce que Myriam Bendriem, moi-même, Betsabe Ifra et d'autres partenaires que j'ai qui sont notamment, je pense à Madame Claire Dahan, qui est psychologue clinicienne et qui est spécialisée dans la périnatalité, vous souhaitez qu'on intervienne autour de ces sujets-là, n'hésitez pas. J'en ai terminé. Je souhaite encore une fois bienvenue à ceux qui viennent se connecter. Et Myriam Bendriem, je vais vous laisser en quelques mots vous présenter et aussi présenter vos parcours et les espaces au sein desquels vous travaillez, vous intervenez. Alors, ça va être long. Donc, non, je vais faire court. Moi, je suis diplômée, je suis sage-femme hospitalière et libérale. Et j'ai un parcours de 23 ans d'expérience. Donc, j'ai fait du public, du privé. Je fais un mix libéral et hospitalier domicile. Beaucoup moins de domicile par manque de temps. J'ai côtoyé, bien sûr, énormément de femmes, énormément d'évolution dans la profession, gynécologue et obstétricale. Nous, la sage-femme, on a accès aujourd'hui à la gynécologie. C'est un vrai bonheur. J'ai bien sûr eu, comme un peu tout le monde, depuis 2017 notamment, parce que c'était une date phare, cette notion de violence gynécologique et obstétricale qui est très confondue parce que gynécologie touche la femme dans sa globalité depuis ses premières règles jusqu'à sa ménopause inclus et inclut des actes chirurgicaux. L'obstétrique ne touche que la femme enceinte et du postpartum pendant 6 semaines. Mais c'est vrai que souvent, une femme, quand elle parle de violence gynécologique, elle y inclut un peu tout. Le mot obstétrical est moins utilisé dans la population classique. Alors, donc, en 2017 est sorti le premier congrès axé uniquement sur les violences obstétricales, qui a fait un retour assez fort, parce qu'il y a eu un grand questionnement. Qu'est-ce qu'il en est? Quelle est la part de vrai? Quelle est la part médicale? Quelle est la part de responsabilité? Quelle est la part d'imaginaire, d'excès de racontard, etc. des patientes? Et dans tout ça, fallait faire le tri. Donc, c'était assez vivant et je dirais même c'était assez chaotique. La base est comme ça. En fait, on définit par violence obstétricale ou gynécologique un acte dans lequel on dira que la patiente n'aurait pas été prévenue, ou la patiente n'a pas été informée, ou qu'elle n'a pas donné de consentement. Et là rentre l'ouverture immense du problème dans la notion de prévenir, puisqu'on a des notions d'urgence, on a des notions sereines, un accouchement qui se passe sereinement, on prévient, on devrait, il faudrait. Mais on va dire que, voilà, c'est ce qu'il faudrait faire. Une notion d'urgence, très souvent, on ne peut pas, on ne le fait pas, et en aucun cas parce que on ne veut pas. C'est vraiment qu'on est tellement focalisé sur des actes que ça va très vite. Et c'est là où rentre la difficulté qu'on a. Donc, est rentrée la notion de consentement à tout va. Et elle pose un grand problème parce que elle est extrêmement large, anxiogène, et elle se dédouane énormément de la communication qui aurait pu avoir lieu après. Alors là, je m'explique. On va être dans un cas d'urgence quel qu'il soit, on doit faire une épisiotomie, la patiente n'est pas au courant. Le fait de prendre le temps de lui expliquer après ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, qu'est-ce qu'il en est, va tout de suite dédramatiser l'histoire, va tout de suite rendre les choses très claires. On a une acceptation immédiate de la patiente qui reposera des questions par la suite. Si elle a signé un consentement, très souvent, on n'expliquera quasiment pas. Comme vous le savez, l'épisiotomie, on vous avait prévenu, c'était une chose possible. Bon, ben ça au moins, c'est dit, c'est fait. Vous comprenez, elle a signé un consentement. Donc, voilà. Cette notion de consentement aujourd'hui, elle a couvert le problème qui s'est posé depuis
sur la notion de violence, mais elle a enlevé quelque part, je trouve, la notion de communication. Voilà, je vous dis vraiment, c'est un sujet qui est extrêmement vaste et compliqué. Le deuxième élément qui est très compliqué, c'est la notion des réseaux sociaux. C'est la notion de tout ce qui a été moussé dans la violence obstétricale. Je vais donner un exemple très simple. Une patiente qui vient en consultation gynécologique, elle sait qu'à 99% des probabilités, elle se fera examiner. Donc, l'examen à ce moment-là n'est pas une violence obstétricale et elle vous dira « Mon gynécologue m'a examiné sans me prévenir ». Question, pourquoi tu es venu en consultation? Voilà. Donc, vous voyez ou pas? Et tout à coup, ça a été moussé comme ça, cette notion qu'il aurait fallu dire « Est-ce que vous me permettez que ?» Ce qui n'est pas faux en soi, mais quel est le degré de violence? Ce mot, il est quand même extrêmement fort. Tout à fait. Donc, le fait qu'on ne lui ait pas demandé la permission est un élément important, mais on ne parle plus de violence. Et les gens décrivent ça comme une violence. Cette notion de mousser a fait que les patientes ont perdu un peu de crédibilité sur ce qui au départ était un vrai problème de base qui a été mis en lumière. Donc, dans tout ça, il faut qu'on arrive à retrouver un équilibre entre prévenir, trouver un consentement sans perdre notre communication et essayer de faire redescendre cette mousse et cet élan de groupement et voilà, des réseaux sociaux, etc., qui a fait que c'est devenu point d'orgue aujourd'hui. Alors, la considération à la femme est importante, la considération au médecin est importante, la considération à la sage-femme et l'équilibre de tout ça, c'est des voies un peu compliquées pour que chacun y trouve sa place de façon le plus juste dans le questionnement, l'échange, la communication, en prenant en compte qu'il y a l'urgence, en prenant en compte qu'il y a une patiente, etc., etc. Merci beaucoup, Myriam. Justement, vous êtes là pour nous aider à, je dirais, patrer le bon grain de livret parce que chaque cas d'espèce est spécifique. Mais effectivement, le terme de violence est très, très fort. Et on y reviendra juste après, après avoir écouté Bethsabée s'être présentée. Je vais vous diffuser une petite vidéo de Combini sur les violences gynécologiques qui est assez dure et très, très orientée, je dirais, qui nous permettra de rebondir. Mais effectivement, le terme de violence est très fort, et à tel point que les gynécos ont dit il s'agit d'un gynéco-bashing, quoi. On est en train de discréditer toute une profession. Alors, ça aussi, c'est une question que je vous poserai après, Myriam, à savoir que il me semble que les sages-femmes continuent à bénéficier d'une forme d'aura protectrice. En général, on casse plus du sucre sur les gynécologues que la sage-femme. Il me semble, hein. Mais on y reviendra. Une question aussi que je vous avais posée en préparation du webinaire, à savoir que bon, pour toutes les femmes qui ont eu des enfants et voilà, qui ont dû subir des actes gynécologiques à l'hôpital en privé, il y a plein d'intervenants. Vous avez la sage-femme, vous avez le gynéco, vous avez l'aide-soignante, etc. Souvent, c'est pas trop qui est qui. Et la question que je vous avais posée, Myriam, mais on y viendra juste après, c'est de savoir, est-ce qu'une sage-femme qui n'est pas d'accord avec un acte médical, si elle estime inutile de la part du gynécologue, est-ce qu'elle peut s'y opposer en quelque sorte, si elle peut porter le non-consentement de la patiente? Mais on y arrivera juste après. Bethsabée, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, je viens de l'entreprise. Je suis sociologue du travail d'abord, et puis après, je suis passée en entreprise. J'ai décidé d'en sortir par trop de souffrance au travail pour moi. C'est comme ça que je suis sortie de l'entreprise et que je suis devenue sophrologue d'abord. Et puis depuis quelque temps, masseuse et plus généralement, plus particulièrement, je masse les ventres des femmes. C'est très important. Voilà, je fais du massage Shinetsang, qui est un massage du ventre des femmes. Je travaille un peu partout, mais je travaille notamment dans des cercles de femmes en région parisienne. Et je commence en septembre un programme avec des femmes enceintes de milieux fragilisés. Voilà. Donc, on va travailler vraiment avec ces femmes-là, des sages-femmes, justement, des assistantes sociales, des médecins. C'est une super équipe. Et on va vraiment accompagner un groupe de femmes. Alors, moi, mon approche, elle sera différente. Je vais plus vous parler de la fragilité de la femme et dans ces cas-là, et comment elle peut, tout en étant fragile, réussir finalement à s'opposer à une autorité suprême
quand c'est possible, et puis aux conséquences des violences. Et c'est beaucoup ça que je vois moi en cabinet. Ce sont toutes les conséquences des violences sur l'estime de soi, sur la remise en question de la compétence à être une mère, sur ce qu'on appelle le baby blues, des conséquences multiples. Donc c'est mon approche. Voilà. Merci beaucoup, Bethsabée. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet qu'on a déjà bien commencé à introduire. Alors, si vous voulez bien éteindre vos micros, Myriam et Bethsabée, donc je vais diffuser la petite vidéo Combini, et Myriam, vous nous donnerez votre avis juste après. Les femmes, c'est comme les juments. Celles qui ont de grosses hanches ne sont pas les plus agréables à monter, mais c'est celles qui mettent bas le plus facilement. Sur Twitter, on a découvert une photo d'une slide complètement sexiste lors du Congrès national des gynécologues obstétriciens français. Donc la phrase sur la slide, c'est « Les femmes, c'est comme les juments. Celles qui ont de grosses hanches ne sont pas les plus agréables à monter, mais c'est celles qui mettent bas le plus facilement ». Suite à cette slide, le président des gynécologues obstétriciens français, Israël Nizan, s'est excusé devant le Congrès. Il a parlé du fait que cette phrase était sortie de son contexte. Moi, je pense qu'il n'y a pas de contexte à une phrase sexiste, de même qu'il n'y a pas de contexte à une phrase raciste. Et c'est pas acceptable de la part de professionnels qui ont choisi d'être aux côtés des femmes. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus de femmes qui deviennent gynécologues obstétriciennes. Malgré tout ça, les instances qui dirigent restent masculines. Le Collège national des gynécologues obstétriciens, il y a très très peu de femmes et ça c'est pas normal. En face de nous, on n'a que des gynécos qui nous disent gynéco-bashing comme si on était contre leur profession. C'est pas pour discréditer une profession. Des gens qui se plaignent de gynéco-bashing alors que nous on souffre dans notre chair, c'est mal placé, ça nous fait beaucoup de mal. Depuis l'été 2017, les femmes dénoncent qu'elles sont victimes de violences dans les cabinets gynéco, de violences pendant leur accouchement. Elles témoignent sur le net. Il y a un rapport ministériel qui a été fait en juin dernier. L'Académie de médecine a fait son rapport en septembre et on ne sait plus quoi faire pour que ça change, pour être respecté, pour qu'on nous entende, pour qu'on comprenne que ces violences, elles sont inacceptables, qu'elles détruisent des vies, qu'elles détruisent des liens avec les enfants, qu'elles détruisent des familles. Agnès Buzyn, ministre de la Santé, s'il vous plaît, réagissez. On ne vous entend pas sur le sujet. Les femmes vous demandent de réagir et de prendre des mesures concrètes pour les protéger, pour protéger leur corps, pour protéger leur intégrité. Parce que sans vous, on n'y arrivera pas. Alors, donc, avant de vous écouter, Myriam, parce que c'est effectivement une vidéo très orientée, mais qui se situe précisément dans l'année que vous avez citée, 2017. Et voyez, alors là, si vous voulez, vous avez un pavé qui est dans l'onglet slide, donc mes documents, comme d'habitude, vous pouvez télécharger une documentation extrêmement nombreuse. À la suite de ce mouvement en 2017 sur ce qu'on a qualifié les violences gynécologiques obstétricales, vous avez le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui a sorti un document qui est censé permettre d'éviter, on va dire, les actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical. Et en sous-titre, il marquait des remarques aux violences, la nécessité de reconnaître, prévenir et condamner le sexisme. Et vous avez 143 pages. Donc, si vous voulez consulter, c'est assez édifiant. Mais le problème, alors Myriam, je vous laisse tout de suite la parole, c'est que quand on lit ça, on a l'impression, excusez-moi le terme, c'est que la profession est gangrénée par une sorte de non-respect du patient. Je dirais, Bethsabée parlait du monde de l'entreprise qu'elle a voulu quitter. On imagine souvent, et je crois que vous m'en aviez parlé d'ailleurs, Myriam, que à l'instar de l'entreprise, on parle parfois de culture d'entreprise. Dans les salles d'accouchement, etc., il y a aussi une sorte de culture où on parle comme ça d'une femme, c'est-à-dire qu'elle est là, on lui dit bon, les cuisses de madame, le ventre de madame, alors que la dame, elle est là et qu'on parle d'elle à la troisième personne. Par exemple, ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu chez certaines de mes clientes. Ce que vous décriviez là tout à l'heure, d'aller chez son gynécologue et de savoir en toute conscience que quand même on va devoir se déshabiller, eh bien effectivement, et là peut-être Bethsabée, je serais intéressée d'avoir votre regard, il y a une sorte de comme si, et ça je l'entends aussi chez beaucoup de femmes, comme si d'un coup d'un seul, une femme, quel que soit l'âge, redevenait une petite fille. Elle sait pas où elle atterrit, elle comprend pas qu'on va lui faire un toucher des seins, ou qu'on va lui demander de mettre les pieds sur l'étrier, etc. Donc il y a une méconnaissance
je dirais, il y a une méconnaissance des femmes de leur propre corps, ça c'est quelque chose que, bien qu'on soit en 2021, c'est quelque chose qui est assez connu. Mais il y a donc, je dirais, en effet miroir, le fait que les professions qui sont censées, au-delà, vous parliez du consentement, Myriam, et là on va aborder, si vous voulez bien, la base qui permettrait, on va dire, d'éviter tout ce qu'on nomme les violences obstétricales et gynécologiques, c'est le devoir de conseil. Il y a un devoir de conseil pour les sages-femmes, pour les gynécologues, etc. Sauf qu'on a l'impression que c'est switché, que souvent des gynécologues et des sages-femmes disent « Ah bah la femme, elle sait pourquoi elle est là, elle sait comment ça se passe un accouchement. » Même une femme qui a son 3e enfant, bah, elle sait comment ça se passe l'accouchement, il n'y a pas besoin de lui redire ou de lui réexpliquer, etc. Donc, et en miroir, il y a des femmes qui disent « Ah ben non, j'étais pas prévenue. » Je ne savais pas. Comment vous expliquez ce gap-là, Myriam? Comment vous expliquez qu'on est passé d'un système où on se parlait entre femmes en disant « Ah, viens, je te raconte mon accouchement et ce qui s'est passé avec mon gynéco et j'ai eu la péridurale et c'était dur, elle m'a demandé de pousser, elle m'a fait une expression abdominale, etc. » à « j'ai vécu des violences obstétricales gynécologiques. » Vous voyez, en fait, on est passé d'une sorte d'entre-soi féminin, quoi, de sororité. On parle entre copines, avec sa mère, avec ses sœurs, etc., à quelque chose qui est exposé et que moi je ressens en tant qu'avocate, et j'en aurais terminé là-dessus, au même titre que balance ton porc. Les hashtags qu'on a vus, balance ton gynéco, paye ton utérus, sont d'une extrême violence à l'égard de la profession des gynécologues et parfois aussi des sages-femmes. Comment vous expliquez ça, Myriam? D'abord parce que la première chose qu'il faut dire, et il faut s'en rappeler, c'est qu'on touche à l'intimité. Voilà. Déjà, on touche à l'intimité, on touche au vécu de femmes dans des moments toujours assez émotionnels et compliqués. Donc, l'intimité va tout de suite remonter sur plein de choses, plein de croyances, plein de vécus, etc. Donc, dès qu'on touche à ça, tout devient très compliqué et il faut y faire très attention. Moi, je travaille sur un monde de population depuis des années qui est une population en difficulté, puisque moi, je travaille sur le 93. La notion d'inceste, la notion de viol, la notion malheureusement de femme battue, la notion d'excision, elle m'est assez connue parce que, voilà. Et pourtant, ces femmes-là, elles parleront beaucoup moins de violence, elles iront bien sûr se confier, mais la prise en charge du gynécologue, de la sage-femme, elles la prendront de façon très bienveillante, d'accord? Les femmes qui ont pas ça, les femmes comme nous toutes, vont se retrouver face peut-être à un imaginaire ou à quelque chose dans lequel elles vont faire que la naissance c'est tout rose, le contexte qui va avec la naissance c'est merveilleux, tout le monde est doux, c'est que des bonbons, que du bonheur, que de la douceur et du rose, et tout à coup elles se retrouvent dans un monde qui est purement médical parce que on accouche dans un monde médical, d'accord? Et là on va distinguer le privé du public et on va distinguer le privé qui est la toute-puissance de je fais ce que je veux. Le public qui est quand même pas comme ça parce qu'on est très protocolisé et très surveillé. Excusez-moi de vous arrêter, Myriam, c'est véritablement ce que vous décrivez, c'est-à-dire que dans le privé, on a une latitude, une sorte de liberté d'action qui se départit, on va dire, des textes de loi, et ça j'y reviendrai, de la loi Kouchner de 2002 sur le consentement. Oui. Comment vous expliquez ça? Ils ont rien n'est vérifié, rien n'est vérifié. Il n'y a rien derrière. C'est l'absence de contrôle a posteriori, vous dites, qui manque. C'est l'absence de contrôle, c'est la liberté totale. Un médecin va rentrer et décider que la dame passe en césarienne parce que c'est long. Définition médicale, pas compris. Long. Nous, on a des critères, c'est 2 heures à temps, 3 heures à temps, 6 heures à temps, etc. Non, c'est long. Donc, la dame passe en bloc. D'accord. Et personne n'ira vérifier. Et dans le public, par contre? Par contre, dans le public, le lendemain matin, en réunion de service, tous les matins, dans tous les hôpitaux, 8h15 staff, tous les dossiers sont ouverts. Comment se fait-il que? Pourquoi est-elle passée au bout de 30 ans? Comment se fait-il que? Et tout le monde est convoqué s'il y a un problème. Donc, c'est très, très différent. La latitude et le consentement, aujourd'hui, a été beaucoup plus diffusé en public qu'en privé. Parce que, de nouveau, ça limite les médecins dans le cadre de leur fonction. D'accord. Voilà. Okay. Donc ça, c'est une chose. Donc voilà. Donc ce côté de la patiente qui va arriver, qui est très heureuse, qui annonce un heureux événement, qui va donc se mettre en route sur une grossesse, un projet qu'elle a réfléchi, etc. Elle va atterrir. Alors j'ai vu tout à coup Batchevat quand je lui dis c'est un monde médical de l'accouchement. C'est pas un monde médical au sens qu'on impose. On n'impose rien. En tout cas nous sur Saint-Denis, on ne peut pas imposer.
comprenez bien que vu la barrière de langue, vu la barrière de connaissance, la barrière de croyance, nous on a eu le sorcier qui est avec la patiente pour faire accoucher, on n'impose pas quelque chose, mais on reste dans une surveillance médicale. Alors, par exemple, un monitoring qui est une surveillance médicale. Donc, elle est dans un cadre médicalisé. Voilà. Le monitoring n'a jamais été quelque chose qui a été critiqué du fait que c'est quelque chose qui est en exergue, qui est posé sur la patiente. D'accord? Et elle sait que c'est pour son bébé. Elle ne rentrera dans une notion de violence médicale qu'à partir du moment où on va toucher quelque chose ou découvrir ou ne pas se présenter. Là, on peut donner raison à beaucoup de patientes, privées comme publiques, parce qu'en effet, quand ça va vite, en effet, quand c'est des fois un peu compliqué, une personne peut rentrer sans se présenter. Ça a beaucoup changé et j'en suis très heureuse depuis 2017, suite notamment au congrès et à tout ce qui était mis en place, et ça s'est amélioré. Je n'irai pas dire qu'on a encore du travail, parce qu'on en a encore, mais il y a beaucoup plus de présentation, les femmes sont beaucoup plus respectées, etc. Donc, c'est mieux. C'est mieux. J'appellerais donc qu'il y a moins de violence, moins de manque de respect, mais je trouve qu'il y a quand même encore trop de consentement un peu bâclé parce que ça nous couvre pour nous dire que donc on a fait ce qu'il fallait faire et donc en fait la patiente après c'est bon. Donc c'est voilà, on est de nouveau dans cet intermédiaire un peu toujours délicat qui fait que on n'a pas tout trouvé. D'accord. Merci beaucoup Myriam. Bethsabée, les patientes que vous recevez ou les mamans, je sais que vous avez massé beaucoup de mères dont les enfants sont parfois en couveuse après des accouchements difficiles. Est-ce que spontanément, quand vous les touchez, elles vous font part de leur expérience, bonne ou mauvaise, mais voilà. Est-ce qu'elles vous parlent spontanément de cette expérience de l'accouchement? Est-ce que vous avez l'impression, puisque vous pratiquez vous aussi depuis un certain temps la sophrologie, les massages, qu'il y a eu aussi comme ça une sorte de virage depuis quelques années où on parle beaucoup plus spontanément de ce qu'on qualifie, parfois à mauvais escient, de violence? Alors, je voudrais juste revenir sur un petit point, non pas sur le truc médical, parce que évidemment, sage-femme, médecin, c'est le monde médical, mais parce que tout le monde parle de l'accouchement et moi, j'ai quand même des personnes qui me parlent de violence avant l'accouchement, d'accord? Là, on n'est que dans l'accouchement. Mais quand vous allez à l'hôpital public, vous faire examiner et qu'il y a 5 internes qui veulent toucher le col parce que vous avez le col de l'utérus rétroversé et que la personne n'ose pas dire non, ça commence là pour moi. C'est bien avant l'accouchement. Je rebondis juste en disant, elle n'ose pas dire non, mais en tout cas, elle sait qu'on a demandé. Alors, moi, j'ai des patientes à qui on n'a pas demandé. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Donc, bon, c'était juste pour dire que ça commence bien avant l'accouchement, toute cette histoire-là. Gynéco. Voilà, gynéco. C'est pas que l'accouchement, la péridurale, l'épisiotomie. Non, mais tout à fait. Concernant le massage, le massage du ventre, c'est quand on pose la main sur le ventre d'une femme, ça raconte son histoire. C'est tout simple, d'accord? Donc, c'est l'histoire de toute sa vie de mère, de femme, de fille, de traumatisme et de souvenirs. Donc, je dis pas que la première chose qui va venir, c'est ça, mais ça vient forcément au bout d'un moment. Le vécu de l'accouchement, les césariennes. Je vous parle juste d'une personne que j'ai reçue 3 fois et je ne pouvais pas poser la main au niveau de la cicatrice des césariennes et elle me dit, ça fait 3 ans que personne n'a le droit de toucher ici, moi non plus. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne pouvait pas poser sa main à ce niveau-là. D'accord? Parce qu'elle avait eu 3 césariennes. Donc, imaginez bien que son mari non plus, etc., etc. C'est juste. Donc, petit à petit, en massant, effectivement, les femmes parlent et elles parlent de leur souffrance, elles parlent, et là je rejoins vraiment Myriam, elles parlent du fait qu'elles n'ont pas été entendues, qu'on ne les a pas écoutées, qu'on a fait comme si finalement elles n'existaient pas. Et que finalement, ces femmes-là, elles ont le corps, c'est un objet dans ces situations. Le corps est objetisé, je ne sais pas comment le dire. Et le médecin qui arrive, il est un médiateur entre le corps et la personne. Il y a quelqu'un entre le corps et la personne. Alors évidemment que au bout de quelques massages et tout ça, les femmes parlent. Elles parlent toutes. Voilà, il faut un peu de temps quand même. Surtout des violences comme ça, de césariennes non désirées, des choses très dures, il faut un peu de temps. Voilà, pour répondre à la question.
Merci beaucoup Betsabé. Alors maintenant, moi, je vous donne mon angle juridique, qui est beaucoup moins pragmatique que le vôtre, et je m'en excuse. Mais d'abord, avant de parler de violence, il faut dire, l'inverse de la violence. L'inverse de la violence, c'est ce fameux consentement dont parlait Myriam. Et ça a été initié par Bernard Kouchner lorsqu'il était ministre de la Santé, qui a fait énormément de réformes. Je ne vais pas vous faire un cours de droit là-dessus, mais notamment, il a imposé le consentement du patient, qui se trouve, et là vous l'avez d'ailleurs dans l'onglet Files ou les dossiers si vous avez ça en français, que vous pouvez télécharger, c'est l'article L1111-4 du Code de la santé publique qui dit bien « Toute personne prend avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qui lui sont fournies, les décisions concernant sa santé. Toute personne a le droit de refuser ou de ne pas recevoir un traitement. Le suivi du malade reste cependant assuré par le médecin. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne, et ce consentement peut être retiré à tout moment. » Alors, je ne sais pas ce qui se passe, s'il y a un petit souci d'affichage. Tac, 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 j'espère pas. Vous nous entendez toujours bien dans le chat? Est-ce que vous nous voyez bien? Parce que là, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu. Bon. Que se passe-t-il? Oui, vous nous entendez bien, Audrey? Très bien, vous nous entendez, mais vous ne nous voyez plus. Bon. Alors, écoutez, on va essayer de remettre tout ça. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Bon, en tout cas, ce que je voulais vous dire, c'était que, effectivement, aucun acte médical. Vous nous voyez aussi? Bon, bah, très bien. Alors, c'est moi qui dois avoir un petit problème d'affichage. Vous n'avez plus de son, Catherine? Si vous nous voyez? Bon. Alors, écoutez, dans ce cas-là, je continue. Myriam et Betsabé, vous êtes avec moi? Tout à fait. Bon, bah, écoutez, vous avez l'image et le son? Non, on n'a pas d'image. Non. Bon. Mais c'est pas grave. Enfin. C'est pas grave. Donc, si tout est bon pour les participants, c'est l'essentiel. Donc, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne. Et ce consentement peut être retiré à tout moment. Et là où on touche quelque chose de très sensible, lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-4 ou la famille ou à défaut un des proches ait été consultée. Alors ça, c'est donc le Code de la santé publique, l'article L1111-4 qui est très important et donc qui a été initié par les différentes lois Kouchner en 2002. Maintenant, si on parle de violence obstétricale, de quoi parle-t-on? On parle en fait une sorte de raisonnement a contrario de ce qu'on vient de dire. C'est tout acte médical, posture, intervention non appropriée ou non consentie. Alors, Myriam, je vais tout de suite vous poser la question. Est-ce que toutes ces notions de loi sur le consentement de la personne, qu'il faudrait réinterroger à tout moment, est-ce que ça vous semble être une fable, une fable qui ne peut pas exister, notamment en matière obstétricale, ou c'est quelque chose que vous, par exemple, vous faites auprès des patientes que vous accompagnez? Si, ça existe, ça s'est mis en place à peu près depuis, je dirais environ 2018, de plus en plus. Ça ne concerne que les actes, que je dirais, posés, programmés, y compris accouchement, parce qu'un accouchement sans se programmer au jour, mais on sait qu'une personne dans le 9e mois va accoucher. Ça se programme pour un déclenchement, donc ça peut s'expliquer, ça s'explique sur une césarienne programmée, etc. Mais par contre, l'urgence ne peut pas être programmée et on ne peut pas, de façon vraiment tout à fait rationnelle et même en considération, lister à une patiente qu'elle signe un consentement en disant il est possible que, et on va lui lister tout ce qui peut arriver en obstétrique. D'abord, ça la rendrait, je pense, hystérique. Et en plus, c'est quelque chose qui n'est pas jouable. On ne peut pas. Donc, hors urgence, ça se développe énormément. Je pense que ça ne va faire que se développer. Et oui, c'est faisable. C'est tout à fait faisable et c'est en train d'être fait.
Très bien. Autre question, Myriam, le professeur Israël Mizan disait que précisément depuis 2002, la loi Kouchner, il est illégal, alors il emploie un mot très fort, mais c'est fait effectivement, il a raison, il se base sur la loi, donc si on ne respecte pas la loi, eh bien, on est dans l'illégalité. Il est illégal de faire un acte non urgent sans le consentement de la patiente. Et dans ce cas-là, il dit qu'une patiente pourra démontrer en justice qu'on ne lui a pas demandé son consentement libre et éclairé et gagnera son procès et des dommages et intérêts. Donc lui dit qu'à part les situations d'urgence, aujourd'hui, il n'y a pas un gynécologue, il n'y a pas une sage-femme qui n'interroge pas le consentement de la patiente. Vous confirmez cette assertion? Globalement, oui. Globalement, oui. Là où on va jouer sur les mots, c'est qu'est-ce qu'on appelle une urgence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une urgence? Voilà, parce que médicalement parlant, il y a l'urgence relative, l'urgence majeure. Je donne un exemple d'urgence majeure. Une personne est arrivée en civil, hein, habillée pour saignement. Je pense que 4 minutes après, elle était au bloc. 10 minutes après, son enfant était né. Il était en train de mourir. Donc là, on parle d'urgence majeure. Là, on n'a pas parlé. Hein. Je pense que la patiente, elle n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Mais on a joué sur l'urgence majeure. Et l'urgence qui n'est pas majeure, mais qui pourrait être une urgence, c'est quand arrivé à un temps défini par des protocoles, la patiente n'accouche pas, elle risque des complications. On est dans une urgence qui n'est pas prévue. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Elle avait tous les critères d'accoucher normalement, par exemple. Là, on est dans quelque chose d'urgent, mais non majeur. D'accord. Voilà. Donc, de nouveau, quand il joue sur la notion d'urgence, on pourrait jouer avec quelque part. C'est ça. Voilà. Et est-ce que vous avez l'impression, Myriam, que les gynécologues, pour les donner de leur responsabilité, vont utiliser ce critère d'urgence systématiquement? Non, pas systématiquement. Non. Ils peuvent l'utiliser, mais pas systématiquement. Récemment encore, on a une personne qui s'est opposée de façon certaine à la césarienne. Il y a été une négociation qui a duré 2 heures. Heureusement que c'était pas urgent. D'accord. Très bien. Et dernière question par rapport à ça. Encore une fois, le professeur Israël Mizan dit que souvent le mauvais vécu des femmes, là je parle donc pour la partie obstétrique, et tout ce qui sort de la norme et n'a pas été prévu. Comme vous le disiez justement, c'est vrai qu'on fantasme tous un peu son accouchement et ça ne se passe jamais comme on l'avait imaginé. Et lui, il dit qu'une césarienne, c'est déjà un mauvais vécu en soi. Et que lui, il est contre, et j'ai l'impression que vous êtes du même avis, il est contre préparer les femmes au pire. Il est contre, par exemple, prévenir une femme d'une hémorragie de la délivrance. Alors, c'est un exemple. Est-ce que vous pourriez nous dire déjà de quoi il s'agit, l'hémorragie de la délivrance? On imagine bien en écoutant le terme. Mais il dit que le mauvais vécu, c'est tout ce qui n'a pas été prévu. Mais concomitamment, il dit aussi qu'il s'interdit de prévenir la femme de tous les risques liés à l'accouchement parce qu'il trouve ça extrêmement délétère comme démarche. Ah oui. Voilà. Vous êtes d'accord avec lui, Myriam? Ça, je le rejoins. Cette notion de tout dire d'avance, sachant que ce sont quand même des pourcentages qui ne sont pas énormes, c'est très anxiogène. C'est très, très anxiogène. Depuis qu'on parle de l'épisiotomie, c'est devenu un élément encore plus anxiogène que ça ne l'a été. Moi, jeune diplômée, on faisait des épisiotomies, je dis bien systématiques, à toute patiente qui a accouché d'un premier enfant. Vous voyez? Donc, et c'était pas aussi anxiogène. Elles auraient une épisiotomie quoi qu'il arrive. Vous voyez? Donc, cette notion, ça devient très anxiogène. Il faut pas parler de tout. Il faut bien sûr décrire, préparer et essayer de faire redescendre la pression qu'elles se mettent d'avoir le plus bel accouchement au monde, d'en mettre un maximum avec elles en leur expliquant les limites de ce qu'elles veulent. Il y a aujourd'hui de plus en plus de femmes qui écrivent leur desiderata sur feuille. On en reçoit énormément. Voilà. Et il faut en rediscuter. Mais on peut pas tout prévenir et il ne faut pas tout prévenir. D'accord. Vous êtes d'accord avec lui parce que vous trouvez que c'est très anxiogène d'agir de la sorte. Tout à fait. Maintenant, pour rebondir sur la césarienne, cette notion c'est d'abord et avant tout, même si c'est prévenu, sachez que c'est d'abord et avant tout vécu comme un échec pour la femme. Donc, ça fait remonter énormément de choses qui vont après peut-être s'approprier de violence ou pas, même si je trouve le mot souvent qui est fort, mais c'est d'abord un échec. D'abord. D'accord. Elle sent qu'elle n'a pas réussi à. Et là, vous remontez encore beaucoup de choses. Donc après, à quel point ça a été vraiment vécu tel qu'elle le décrit ou pas, il y a aussi une part faut trier, faut écouter, faut beaucoup accompagner et voir ce qu'il en est vraiment.
D'accord. Et dernière question, Myriam, sur cette fameuse notion de consentement qui est inscrite et répétée et répétée dans la loi, à tel point que la loi dit bien que si la personne n'est pas capable de donner son consentement, il faudrait nommer, par exemple, avant l'accouchement, un tiers de confiance, en général le mari, un proche ou la mère, qui est là, qui pourrait, comment dire, se substituer au consentement de la personne pour donner son consentement. Est-ce que vous, en tant que praticienne de terrain depuis des années, est-ce qu'on peut dire qu'un consentement libre et éclairé, c'est pas possible pour une femme qui est en train d'accoucher parce qu'elle est trop prise par la douleur. Non, c'était avant. C'est impossible. C'est impossible. Ce qui n'est pas fait avant doit être fait, ne peut pas être fait en direct. D'abord, un consentement doit être signé, normalement. Donc, je dirais en plein accouchement, mais même du point de vue gynécologique, une femme qui arrive sur une fausse couche hémorragique, on peut pas lui faire signer un consentement. Enfin, là, on a d'autres actes prioritaires, si on peut dire, à faire passer. Donc, à ce moment-là, le consentement écrit ne peut pas avoir lieu, c'est certain, mais il y a d'autres alternatives de communication, d'échange de paroles, etc., d'explications, qui sont l'équivalent, si je peux dire, d'un consentement, mais qui ne sont pas un consentement écrit. J'entends. Mais est-ce que même, alors j'irai un peu plus loin pour terminer sur cette notion de consentement, Myriam, est-ce que même le consentement, c'est pas quelque chose, comme je disais, de complètement cosmétique au niveau de la loi? Parce que je sache, une femme n'est pas censée, sauf à être peut-être gynécologue ou médecin elle-même, et encore, à décider en plein accouchement de ce qui est bon ou pas pour elle. Elle ne peut pas en juger. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que finalement, est-ce que ce consentement, ça veut dire quoi? Et à quel niveau on peut dire, regardez, je vous donne un petit exemple, mais je pense que ça va vous parler, Myriam. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'accouchement naturel, il y a plein de préparations à l'accouchement, yoga, pilates, dans l'eau, la sophrologie, Betsabé pourra nous en parler, etc. Donc, est-ce qu'une femme, elle peut dire, par exemple, contredire une équipe médicale, une sage-femme qui lui dirait, écoutez, madame, maintenant vous vous allongez parce que c'est pas possible, vous êtes à 8 ou 9 d'ouverture, je sais pas si c'est le terme exact, ou est-ce que cette femme-là peut dire non, moi comment dire, j'accompagne très bien les douleurs, je veux rester debout, ou je veux me mettre sur un ballon. Elle peut le faire. Elle peut. Et elle sera respectée par l'équipe médicale, Myriam? Tout dépend quelle équipe. Je peux pas répondre au sein de toutes les équipes. Je peux pas répondre pour toutes les équipes. Elle sera respectée à partir du moment où elle ne met pas en danger ni elle ni son bébé. D'accord. Mais donc ce critère-là de mise en danger de la vie du bébé, on est bien d'accord qu'il y a que l'équipe médicale qui peut donner. Tout à fait. Donc à ce moment-là, le consentement n'existe plus. Je suis un peu lapidaire, mais il n'y a plus de consentement. Mais oui, mais c'est ça. Mais oui, complètement. Et c'est la raison pour laquelle, quand elles font leur desiderata et qu'elles écrivent leur projet de naissance, ce qu'on appelle des projets de naissance, on leur explique bien qu'il ne peut être respecté que dans le cadre d'une évolution médicale, naturelle, physiologique, et que s'il faut intervenir, c'est pas pour notre plaisir, c'est aussi quelque chose dans lequel on a une nécessité de soigner. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Écoutez, c'est beaucoup plus clair. Betsabé, dans ce parcours de la grossesse, de l'accouchement ou du désir de grossesse, est-ce que vous qui êtes aussi sophrologue, est-ce que il y a toujours chez les femmes que vous rencontrez on va dire ce fantasme de l'accouchement parfait? Oui, et j'ai envie de dire beaucoup plus finalement ces dernières années avec les maisons de naissance, avec la possibilité pour certaines personnes. Moi, j'ai une amie qui a accouché au coin du feu à la maison, donc ça réactive ce fantasme. Voilà. Donc ça, c'est sûr que il y a le souhait d'avoir un bel accouchement parce que c'est aussi lié à être une bonne mère, de ce que je peux entendre, alors que effectivement c'est évidemment pas lié l'accouchement à être une bonne mère. Si tant est qu'on puisse être une bonne mère, c'était une parenthèse. Donc il y a un gros fantasme. De plus en plus de femmes ne veulent plus de péridurale pour accoucher. Et y arrive parce que justement, moi je voudrais parler des sages-femmes quand même. Il y a beaucoup de sages-femmes qui font très bien le job et qui évitent les césariennes. Les sages-femmes qui savent masser le périnée, les sages-femmes qui savent retourner les bébés et ça c'est important de le signaler. Voilà. Donc moi je sais pas comment ça se passe
dans les hôpitaux. Au niveau des accouchements, j'ai rien à dire parce qu'effectivement, le médecin, il a l'autorité. Mais si déjà on peut aujourd'hui accoucher sans mettre les pieds dans les étriers, sans se faire insulter par l'infirmière, parce que j'ai eu le cas récemment d'une dame qui m'a dit je me suis fait hurler dessus en disant la douleur c'est dans la tête. Alors déjà, moi je trouve que ça serait extraordinaire, sans parler d'après de l'accouchement en lui-même. Si déjà tout l'accompagnement, que ça soit au départ quand elle est enceinte jusqu'à l'accouchement, qui se passe bien ou pas, pouvait être bienveillant, pouvait se faire dans la bienveillance, je pense qu'on aurait une avancée déjà conséquente. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, merci beaucoup Bethsabée, et je rebondis sur vos propos pour un peu déployer sur le plan juridique et jurisprudentiel qu'est-ce que c'est que ces violences gynécologiques ou obstétricales. Alors, de manière générale, la jurisprudence constante, alors je vous dirais auprès de quels tribunaux en fait on peut se retourner, c'est un ensemble d'actes et de paroles et d'attitudes. Donc, vous voyez, ça va assez loin, qui va porter atteinte non seulement à l'intégrité physique d'une femme, mais aussi à son intégrité mentale d'une façon plus ou moins sévère. Il faut savoir aujourd'hui que la matière de la réparation du préjudice corporel est extrêmement axée aussi sur le préjudice psychique. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune expertise médicale, amiable ou judiciaire contradictoire qui se déroule sans évaluer l'étendue du préjudice psychologique ou psychique. D'autant que souvent, alors encore une fois, on n'est pas du tout là en train de dresser un tableau extrêmement noir des situations postpartum ou ce genre de choses, mais que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez connu, c'est qu'un accouchement qui a été mal vécu peut créer, non seulement des préjudices physiques, des épisiotomies, des déchirures, etc., mais aussi une sorte de choc, on va dire post-traumatique, du fait, par exemple, comme vous le disiez, Bethsabée, d'avoir été peut-être insulté ou traité un petit peu comme un objet au moment de son accouchement. Donc, les conditions dans lesquelles les actes médicaux vont être posés vont permettre de les qualifier ou pas en violence obstétricale et ou gynécologique. Et en général, que retient la jurisprudence, qui n'est pas énorme, parce qu'il faut savoir que peu de femmes vont au bout des démarches, peu de femmes vont porter plainte, et ça je viendrai tout de suite à ce que peut la justice, que peut la loi. C'est l'absence de consentement libre et éclairé, là on en a beaucoup parlé, l'absence d'exercice de gestes obstétricaux dans un cadre légal. Alors Myriam nous a effleuré le fait que dans le privé, effectivement, il y avait peut-être beaucoup plus de latitude et que justement il fallait se saisir parfois d'abus, peut-être particulièrement dans le privé. L'absence d'humanité, l'absence de dignité, l'absence du respect des droits de la patiente, l'absence de pratiques conformes aux données scientifiques, notamment avec la pression abdominale au moment de l'accouchement qui carrément l'absence d'utilité médicale avérée, cette notion d'utilité, elle est extrêmement importante. Vous, assistants sociaux, RH, médecins du travail, qui assistez à ce webinaire, ça c'est vraiment une question que vous devez poser aux personnes qui viennent vous rencontrer dans vos bureaux, au-delà de l'aspect extrêmement émotionnel chargé de la narration de l'histoire de la personne, c'est leur poser la question, est-ce que selon vous, cet acte était utile ou inutile? Et c'est vraiment ça, c'est un terme juridique qu'on pourra déployer notamment dans une plainte, et qui sera analysé soit lors d'une expertise médicale judiciaire, soit au sein d'une enquête quand les préjudices sont particulièrement graves. C'est aussi l'absence de choix, de diversité dans l'offre de soins, c'est l'absence de consentement à des actes à des fins d'apprentissage, c'est l'absence d'anesthésie efficace, par exemple quand la péridurale a été posée trop tôt, trop tard, mal, etc. Donc, vous voyez, donc là, on a balayé une sorte de spectre très large qui touche, je dirais, à 3 dimensions, le physique, le verbal, le psychique, et donc tout ça est intégré sur le plan légal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on pense avoir été victime de violences obstétricales ou gynécologiques dans ce spectre très large que je viens de déployer? Il y a 3 possibilités, et ça, Myriam, je serais intéressée aussi que vous nous donniez votre regard. Le premier, c'est se tourner vers l'ordre des médecins. Demander une mesure disciplinaire. Alors ça, en général, ça ne marche pas. Et notamment parce qu'il y a une sorte alors là, je ne veux pas du tout tomber dans la caricature, une sorte de confraternité très très forte entre les gynécologues, dont il est pointé que pour la plupart, ce sont des hommes, et qu'il y a une sorte de
fraternité encore plus que de confraternité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là, Oui, c'est certain, c'est certain. Alors ça, par contre, c'est le monde médical dans sa globalité. Ça ne touche pas que la confrérie que j'appellerais confrérie de gynécologie. Il faut savoir que il y a une espèce de, bon, je dirais presque de mafia, si je peux parler comme ça. C'est assez ça, malheureusement. Le monde médical s'autoprotège. D'accord. Voilà. Une patiente qui aurait un problème, qu'elle soit gynécologique ou obstétricale, si ça s'est passé dans un lieu hospitalier, se doit d'écrire immédiatement au chef de service, à la DRH, parce que eux vont pointer le doigt dessus et convoquer les gens. Elle ne le saura peut-être pas, mais en tout cas, le doigt sera mis dessus. Nous, ça nous arrive actuellement de recevoir des courriers dans lesquels la patiente se plaint de XY données, qu'elle caractérise de façon claire comme des violences, et les personnes sont forcément convoquées. Après, elle aura ou pas un retour par courrier, je dirais qu'elle devrait en avoir un. Mais je ne peux pas m'engager pour tout le monde. Mais en tout cas, je pense que c'est surtout la première démarche à faire, qui est d'écrire au chef du service, qui est pas forcément un homme, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques femmes qui sont chefs de service, et d'écrire à la DRH de l'endroit où ça s'est passé, surtout si c'est hospitalier. D'accord. Mais donc, vous êtes d'accord sur tourner vers l'ordre des médecins, c'est souvent une démarche inutile. Très souvent. Très souvent. Très souvent. D'accord. Très souvent. Donc, effectivement, donc je rebondis sur ce que vous dites. D'abord, il faut aller voir le service des patients si c'est un hôpital public, ou au privé, bah c'est pareil, ça, il y a d'autres intitulés au service. Et en général, il faut introduire une procédure civile, c'est-à-dire demander une expertise médicale. Alors, quand on est dans le public, ce sera une expertise médicale sur le plan judiciaire administratif, c'est l'hôpital public, c'est le tribunal administratif qu'il faut saisir. Et dans le privé, eh bien, ce sera souvent l'assurance privée de la clinique ou du médecin ou du gynécologue lui-même qui sera saisi. Et dans ce cas-là, on pourra faire une expertise médicale contradictoire amiable sans passer forcément par les tribunaux, le tribunal judiciaire. Donc, vous avez le tribunal civil pour les cliniques privées et les gynécologues qui exercent à titre privé, et le tribunal administratif pour ceux qui exercent au sein de l'hôpital public. Mais il faut savoir que de manière générale, tous ces contentieux autour des violences obstétricales et gynécologiques ne se règlent jamais à l'amiable, pour la raison très simple, c'est que régler à l'amiable, c'est admettre en quelque sorte un peu sa responsabilité. Et alors là aussi, Myriam, je vous pose la question, est-ce que vous avez croisé ou pas dans votre carrière des gynécologues ou même des sages-femmes qui avaient été impliqués dans des accidents médicaux ou dans des violences, puisque maintenant c'est le terme qui est employé, et qui mettaient en avant leur responsabilité in extenso? Ou alors, est-ce qu'il y a une sorte de barrage, encore une fois, de solidarité entre les sages-femmes et les gynécologues qui fait que laisser passer, il n'y a rien à voir? Excusez-moi d'être un peu radicale dans mon propos, mais Alors moi, le problème, c'est que moi j'ai eu le tour inverse, puisqu'en fait, on a une patiente qu'on a informée qui devait avoir une césarienne relativement urgente, pour pas dire urgente. Il y a eu une opposition ferme de la patiente. Ça a été très très compliqué. L'enfant était vraiment dans un état qui commençait à devenir très important. Il a fallu avoir un retour de force. Il a fallu demander donc un accord du procureur, etc. Entre-temps, l'enfant n'allait pas bien, et aujourd'hui, l'enfant est handicapé sévère. Et elle a porté plainte. La patiente a porté plainte. Et elle a perdu, donc ça c'est l'inverse. Le côté de patientes qui ont porté plainte, porter plainte, c'est pas le mot, en fait, qui ont fait des courriers en demandant qui est une plainte quelque part relative. J'ai pas eu de retour exactement de ce qui s'est passé, si ce n'est que je sais, puisque étant assez proche du chef de service avec qui je travaille, qu'il y a eu des convocations de personnel qui ont été, de par le chef de service, incriminées de façon claire et évidente sur des démarches qui étaient inadaptées, sans atteinte grave au sens de je dirais mort, enfin il faut être un peu violent, mais de choses graves, mais bien sûr d'impact qu'on appellerait aujourd'hui des violences obstétricales. Et la suite de ce qui avait été fait au niveau administratif, je ne suis pas au courant de ce qui a été ce qui en a découlé. Mais je sais qu'en effet ces gens-là ont été convoqués. C'est pour ça que je dis d'écrire, parce qu'il y a quelque chose qui a quand même été interpellé, en espérant que la personne bien sûr prenne compte ensuite de ça. D'accord, très bien. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, c'est qu'une des choses que vous pouvez, vous, analyser, assistants sociaux qui écoutez notre webinaire, c'est avant que les personnes s'engagent dans des procédures judiciaires,
Il faut bien évidemment aller voir un avocat spécialiste en préjudice corporel. C'est une matière que je pratique, mais voilà, c'est vraiment, et des personnes qui sont vraiment formées aussi à tout ce qui est voilà le parcours d'une femme, voilà de ce qu'on. Moi j'ai du mal avec cette notion de violence obstétricale ou gynécologique parce que je vois combien c'est souvent des cas de figure où il faut intervenir et c'est parfois pas évident. Effectivement, il faut vraiment trier le bon grain de livret. Moi, je vois beaucoup de femmes qui ont vécu des vraies violences mais qui ont du mal à mettre le mot là-dessus, et des femmes qui n'ont pas vécu de violence et qui exagèrent, on va dire qu'ils exagèrent. Là, encore une fois, je rentre pas dans la caricature, mais qui, de fait de ce que vous décriviez, Myriam, les réseaux sociaux, les hashtags, etc., peut-être peuvent donner un aspect très disproportionné à ce qu'elles ont vécu. Et je dirais que à vous, assistants sociaux, RH, médecins du travail qui écoutez notre webinaire, la première chose, c'est vraiment de qualifier les choses, de pas les qualifier juridiquement, vous n'êtes pas avocat, mais en tout cas de bien essayer de contextualiser avec qui ces personnes-là étaient, à quel moment de la grossesse, à quel moment du suivi médical, etc., pour essayer de circonscrire un petit peu les choses et de les intégrer après dans la nomenclature d'un TIAC. Alors là, je vous fais un petit cours de droit en 2 minutes et vous avez notamment vous avez les documents dans l'onglet slide. La nomenclature d'un TIAC, c'est un ancien président de la Cour de cassation. On va tout de suite répondre à vos questions dans le chat, qui a regroupé une quarantaine de postes de préjudice pour les victimes directes et les victimes par ricochet, pour donner à la matière de préjudice corporel vraiment une clarté. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on a été victime de violences obstétricales ou gynécologiques, on va pas simplement se plaindre par rapport à son accouchement, on va se plaindre poste de préjudice par poste de préjudice. Et donc, l'idée, c'est d'analyser au-delà du préjudice physique, quels sont les autres préjudices qui vont découler d'un mauvais accouchement, d'une mauvaise épisiotomie, d'une mauvaise césarienne. Et donc là, vous avez, et là, je ne vais pas vous le dire parce que ce serait trop long, mais vous avez notamment concernant les violences obstétricales et gynécologiques, des postes de préjudice très importants. D'abord, le préjudice sexuel. Et ça, Betsabé, je vais tout de suite vous passer la parole. Vous avez beaucoup de femmes qui n'ont plus de vie sexuelle après. Vous avez des femmes, ou très peu, ou très mal. Vous avez des femmes qui doivent renoncer à un projet d'avoir un autre enfant, ou alors des PMA qui ont été très mal faites et vraiment, voilà, c'est un deuil à faire. Donc, le préjudice sexuel est extrêmement important. Il y a le préjudice, donc vous le trouverez aussi dans une sorte de préjudice existentiel, le préjudice de vie, qui est un préjudice de fonder une famille, d'avoir des enfants, etc. Sans parler du préjudice professionnel, parce que souvent ça a un impact, évidemment la vie privée a un impact sur la vie professionnelle. C'est souvent des gens qui se mettent en arrêt maladie, en arrêt longue maladie, et donc voilà, ça a des impacts extrêmement importants. Et vous avez les victimes directes en matière de violence obstétricale et gynécologique, les femmes qui sont directement concernées, mais vous avez aussi leurs proches, vous avez leur mari, leurs conjoints et aussi leurs enfants qui comptent dans l'appréhension d'une procédure auprès du tribunal administratif ou auprès du tribunal judiciaire quand il s'agit de civil. Betsabé, est-ce que le préjudice sexuel au niveau de l'intimité, c'est quelque chose qui revient souvent quand vous touchez les femmes, quand vous les massez, suite à ce qu'elles ont pu ressentir comme étant des violences obstétricales ou gynécologiques? C'est 9, je dirais que c'est 8 femmes sur 10 à peu près. Donc oui, c'est énorme. Je parlais de la patiente que j'ai eue avec des césariennes, mais il y a aussi les patientes qui ont une épisiotomie très douloureuse et qui peuvent plus avoir de relations sexuelles. Il y a aussi tout simplement une énorme culpabilité à ne pas avoir, ce que disait Myriam, réussi leur accouchement. Donc, si elles n'ont pas réussi leur accouchement, elles ne sont pas vraiment des vraies femmes. C'est vraiment comme ça que c'est exprimé. Donc, si elles ne sont pas des vraies femmes, c'est compliqué d'aller avec leur mari et d'avoir des rapports avec leur mari. Donc, il y a de vrais traumas liés aux accouchements précipités, non entendus. Et à toutes les phrases qu'elles ont pu entendre. Parce que, encore une fois, je ne parle pas des urgences, je veux pas aller sur ce terrain-là. Mais avant d'arriver à l'urgence, il y a des milliers de cas où on pourrait éviter justement qu'une femme soit traumatisée. Voilà. Donc, c'est 8 femmes sur 10. Voilà. Et alors, pour qu'elles retournent après, pour que le travail se fasse, c'est long. Ou pas, ça dépend. Reconquérir en douceur leur espace corporel, se réconcilier avec elles-mêmes, avec leur corps,
Moi, dans les massages, c'est d'abord un massage, mais c'est aussi un automassage. Donc, petit à petit, je leur apprends à toucher leur ventre, à s'apprécier, à s'aimer. Et effectivement, une fois qu'on en est là, après, tout va bien. Elles peuvent à nouveau avoir une vie de femme tout à fait épanouie. Voilà. Merci beaucoup, Betsabé. Et ce que vous dites est très important parce que, à mon niveau, on va dire d'avocate, qui de l'ordre du droit, mais au niveau de l'appréhension des dossiers que je reçois, et Myriam, je vous poserai aussi la question, mais je pense que vous serez d'accord avec moi. Moi, mon objectif quand je porte un dossier de ce type, et qui sont parfois, encore une fois, je vous dis extrêmement douloureux parce qu'il y a toute une palette de préjudices qui est énorme pour la personne elle-même et pour son entourage. Mais surtout, moi, ce que j'essaye, c'est d'orienter la personne vers d'autres praticiens et parfois des sages-femmes comme Myriam, pour un accompagnement post-accouchement pour réintégrer, ou des personnes comme Betsabé qui là vont vraiment réconcilier les femmes avec leur propre corps. Mais surtout, ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas les enfermer dans la procédure et de ne pas leur laisser cette identité de victime absolue du système, etc. Et Joselle, je ne sais pas c'est peut-être votre prénom, mais en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage dans le chat. Je rebondis sur ce que vous marquez dans le chat. C'est très important, c'est que oui, l'hôpital public reconnaît de plus en plus ses erreurs parce que depuis cette fameuse loi Kouchner, vous avez maintenant une entité qui précède en fait, qui est l'intermédiaire avant d'arriver au judiciaire, qui s'appelle les commissions régionales de conciliation d'indemnisation. Oui, Diane. Donc voilà, un de mes deuxièmes prénoms, c'est aussi Diane. Très joli prénom. Donc Diane, c'était pour vous dire donc que effectivement, souvent maintenant, l'hôpital, c'est pas qu'il va admettre ses fautes, c'est que il va vous dire, allez devant cette entité qui s'appelle la CRCI, qui agit un peu comme une cour de justice, mais on va dire à l'amiable. Mais la difficulté au sein de ces CRCI, c'est que la responsabilité, s'il y a une responsabilité très forte, si on est à la limite du pénal, par exemple la mise en danger de la vie d'autrui, eh bien, de manière générale, à 99%, au sein de ces commissions régionales de conciliation et d'indemnisation, vous recevrez une indemnisation, parfois moins importante que devant les tribunaux. En tout cas, ce sera valorisé en tant que tel. Par contre, l'hôpital ne sera pas mis en compte. Le gynécologue ne sera pas mis en compte et il y aura toujours une manière d'exfiltrer la responsabilité. Donc oui, c'est un fonctionnement qui est bien, mais attention, ce n'est pas une reconnaissance des erreurs en tant que telle. C'est plutôt d'exfiltrer le contentieux vers une commission qui va éviter à l'hôpital et aux assurances de l'ôpital d'être pris en compte. Vous me dites c'est pas la CRCI, c'est vraiment un courrier envoyé à la direction juridique. Oui, effectivement, c'est avant la CRCI, mais vous verrez que si vous souhaitez, par exemple, Diane, aller directement auprès du tribunal administratif, j'espère que vous n'en êtes pas là. Alors là, tout de suite, c'est la CHAM, c'est SHAM, qui est l'assurance de la PHP, va tout de suite se dédouaner en disant, c'est pas parce que la direction juridique vous a dit OK que nous, que le service gynéco ou que tel ou tel professeur va se sentir responsable des prétendues fautes ou violences commises pendant votre accouchement. Tout ça pour vous dire que je ne veux pas du tout vous décourager, mais que c'est un processus qui est souvent long et que depuis l'accouchement, il y a quand même un sas, on va dire, de médiation, mais qui va exfiltrer la faute. C'est pour ça que je vous dis, il y a un troisième biais, et je vous écoute tout de suite, Myriam, il y a un troisième biais qui est quand même la procédure pénale, mais ça, c'est vraiment dans les cas les plus graves, où la personne est très atteinte sur le plan physique, aussi sur le plan psychique. Par exemple, des gens qui vivent un postpartum terrible après, où elles ne s'en remettent pas, où vous avez des mères qui ne sont plus du tout capables de s'occuper de leurs enfants. Alors là, on est à un niveau supérieur, on n'est pas que dans le civil, dans l'administratif, mais là, on passe vraiment au pénal, à un aspect délictuel. C'est plus rare, mais c'est aussi possible. Donc, tout ça pour vous dire qu'on peut aller devant 3 entités, l'ordre des médecins, mais ça marche très peu, demander une expertise médicale, judiciaire ou administrative ou parfois amiable, c'est ça qui fonctionne, ou devant la CRCI, et dans les cas les plus graves, introduire une plainte au pénal. Il faut vraiment que les faits soient d'une particulière gravité. Excusez-moi Myriam, voilà, je voulais simplement exposer les procédures, on vous écoute. Non, alors juste, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit concernant la notion au niveau administratif de l'hôpital. Quand l'hôpital va en effet donc accueillir, accepter, comme ça a été le cas pour Diane, et reconnaître quelque part son erreur, il va donc amener derrière indemnité et reconnaissance, probablement pas en présence de la personne, mais
contrairement à ce qu'on croit, la personne sera convoquée et notée sur son dossier. D'accord. Et donc, même si vous ne voyez pas ce qui a été fait ou dit en amont, il y a quelque chose derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus l'impunité totale. Il faut comprendre que la direction hospitalière n'est pas une direction médicale pour la plupart des cas. Et donc, ils sont à ce moment-là directeurs et gestionnaires d'un hôpital. Ils vont donc convoquer la personne. Et quitte à le convoquer même avec son responsable de service, quitte à le convoquer avec un cadre, et ce sera noté quelque part. Donc, c'est très bien de faire cette première démarche. La personne, vous la verrez peut-être pas. Vous pensez que donc c'est trop facile et tout bien pour elle, elle ne se remettra pas en question. Qu'elle se remette ou pas en question, c'est encore différent. Mais en tout cas, elle aura été mise au courant qu'en tant que personne responsable de tel acte, elle a fait une erreur, ou en tout cas suffisamment maladroit, ou suffisamment, voire carrément une grosse erreur. Et ça ne passera pas inaperçu. C'est pas, ça a disparu dans le dossier. Hein. C'est pas possible. C'est pas possible. Et autre question avant de répondre à celle de Catherine sur les violences verbales dans le chat. Myriam, quand vous êtes, je l'ai effleuré dans l'introduction, j'imagine qu'il vous arrive à plusieurs fois de vous opposer, soit à certains de vos collègues sages-femmes, soit même à des gynécologues, dans le public, dans le privé, où vous n'étiez pas d'accord, et là je reprends ce terme juridique, il est très important, sur l'utilité de tel ou tel acte médical, ou alors vous avez dénoncé le fait qu'on n'avait pas demandé préalablement le consentement d'une patiente ou pas. Comment ça se passe dans ces cas-là, quand il y a quelque chose d'urgent vous voyez ce que je veux dire, un acte chirurgical urgent à faire? Non, alors c'est très rare dans l'urgence qu'on ne soit pas d'accord. C'est très très rare parce que je sais pas, je passe de la gynéco jusqu'au panel de l'obstétrique pure. Une dame qui arrive en fausse couche hémorragique, on est tous d'accord que si on la passe pas au bloc, on lui fait pas un bilan rapidement, on est dans le cas de danger. Une patiente qui vient pour un début de grossesse sur lequel un milieu de grossesse sur lequel elle perd les os et qu'on doit absolument faire en sorte d'essayer de conserver cette grossesse pour le bien de la dame, on va, entre guillemets, s'en occuper d'une rapidité de façon assez difficile pour la patiente, puisque on veut lui annoncer d'un coup que rien n'est gagné, ça va très vite. On n'est rarement pas d'accord. On est plutôt pas d'accord sur des finalités. Faut-il ou pas déclencher cette patiente qui approche du terme? Donc, il n'y a rien d'urgent. Il y a le « on sait jamais », qui est le grand mot obstétrical, ou même dans toutes les médecines d'ailleurs. On ne sait jamais si on le lui conseille, pour quelle raison et quel mot va-t-on utiliser pour la convaincre de se faire déclencher ou pas. D'accord. En général, ces discussions doivent se faire en absence de la patiente. D'accord. Parce que ce n'est pas urgent. Donc, dans l'urgence, c'est très rare qu'on soit pas d'accord. Et si vraiment on n'était pas d'accord sur un éventuel volonté de césarienne d'un gynécologue, ça se passe plutôt en privé parce qu'en public, tout est cadré. Dans ces cas-là, il faut sortir de la pièce et s'y opposer absolument. Et on peut le noter sur le dossier. Ça peut, je ne suis pas d'accord avec. Je ne cautionne pas l'acte du docteur machin. Écoutez, c'est très clair et très, très, très édifiant. Alors, l'heure tourne et le sujet est passionnant et vous êtes encore nombreux à nous suivre. Mais pour répondre à la question de Catherine, vous me posez la question, Catherine, s'il y a une reconnaissance des violences verbales. Alors là, je vous dis, malheureusement, tout de go, il faut vraiment, entre guillemets, si on a subi excusez-moi le parce que c'est pas mon point de vue, mais je vous le dis, je vous donne le reflet de la jurisprudence, que des violences verbales, c'est-à-dire ce qu'on considère comme étant une absence d'humanité et de dignité dans son parcours obstétrical ou gynécologique, il faut vraiment le prouver. Il faut avoir des témoins, il faut vraiment démontrer aussi que ça a été une sorte de violence verbale partagée par toute l'équipe, un dénigrement, une atteinte à la dignité très forte. Et ça, il me semble que c'est quand même, Betsabé, je vous donne la parole, quelque chose qui est... J'aimerais bien que vous nous donniez plus de détails là-dessus, que ce qui est ressenti derrière les douleurs sur le corps, parfois le fait de pas vouloir être touché, etc. C'est que, comme vous l'avez dit, il y a eu des paroles malveillantes ou indignes en amont. Est-ce que vraiment vous avez l'impression que ça, c'est vraiment un cas très très général, c'est-à-dire qu'avant qu'il y ait sorte les violences obstétricales gynécologiques stricto sensu, la plupart des femmes vont décrire une absence de respect, par exemple, dans la communication avec l'équipe médicale. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je laissais un petit peu de côté les urgences tout à l'heure. C'est que le manque de pudeur,
finalement une femme qui pourrait arriver, se déshabiller et puis être touchable. Je parle du col de l'utérus, évidemment. Ça, c'est une grande souffrance. Les paroles qui sont vraiment très très blessantes. Taisez-vous. Moi, j'ai entendu des choses comme ça. Maintenant, vous vous taisez. Maintenant, c'est moi qui sais. Tout ça pour des femmes qui sont dans une situation de fragilité extrême, évidemment. On prend les mêmes femmes et on les met hors du contexte. Elles vont peut-être savoir s'affirmer et se défendre, mais ça n'est pas le cas. Elles sont vraiment dans une situation de fragilité extrême et elles se sentent dans l'incapacité. Et je crois que c'est Myriam qui en a parlé tout à l'heure. C'est très important. Je me sens incapable. Je me suis sentie incapable de répondre. J'ai eu peur. Lui sait, moi je ne sais pas. Du coup, je ne sais plus faire. Cette notion de compétence à accoucher, cette notion de capacité, elle est finalement primordiale. Et on la voit aussi dans les violences verbales. Quelqu'un qui vous dit « taisez-vous ». Vous n'avez pas mal et j'ai d'autres personnes à traiter, c'est quelqu'un qui reçoit de plein fouet une fragilité, alors qu'elle est très fragile, pardon. Et ça, évidemment, j'ai une dame qui ne voulait pas accoucher de son deuxième enfant. Elle est arrivée en préparation à l'accouchement à 7 mois de grossesse en disant « non, cette fois-ci, je n'accouche pas. Voilà, je ne veux pas accoucher ». Alors, passé le moment, j'ai dit que vous n'avez pas trop le choix. On a évidemment travaillé sur toute la situation anxiogène, mais ce sont des femmes qui ne se sentent plus en capacité de. Voilà, ça c'est très important de le souligner. Voilà. Merci beaucoup Betsabé. Et je me suis permise de vous mettre, de vous remettre mon adresse mail si vous souhaitez que je vous mette en contact avec Betsabé ou avec Myriam. Et voilà, si vous avez des questions, parce qu'effectivement, là, on a déjà dépassé le temps et on va se donner encore 5 petites minutes pour conclure. Mais n'hésitez pas aussi, si vous avez des salariés ou des agents qui ont vécu ce genre de choses et qui veulent introduire une procédure, il faut vraiment aller voir un bon avocat. Vous savez qu'au sein de notre cabinet, on fait des premières consultations juridiques gratuites. Donc, si vous le souhaitez, voilà, on s'est modernisé un peu comme Doctolib. On a les rendez-vous en ligne. Je vous ai mis le lien sur le site du cabinet. Donc, ces personnes-là peuvent prendre rendez-vous avec moi ou alors faire bien évidemment n'importe quel autre avocat. Mais il faut vraiment bien être orienté parce que ce sont des procédures qui sont longues, qui sont coûteuses en termes d'énergie, à propos desquelles on attend beaucoup et parfois on n'a pas toujours des résultats escomptés. Mais parfois, on a des indemnisations qui sont très élevées et l'indemnisation, c'est un peu le prix de la dignité. Moi, j'ai une dame pour laquelle, par exemple, j'ai obtenu presque 250 000 €, mais malheureusement, c'était aussi le prix de tous les handicaps qu'elle avait subis. Donc, je ne sais pas à quel point cet argent a réparé ce qu'elle avait vécu, mais en tout cas, elle a senti que la loi était passée, même s'il s'agissait d'une expertise médicale judiciaire qui n'avait pas été trop contentieuse. Mais disons qu'elle était allée au bout de la démarche et que ça avait quand même, elle avait pu bénéficier d'une opération notamment de chirurgie esthétique qui était très élevée, qui avait pu être prise en charge par cette indemnisation. Donc il faut pas hésiter, d'ailleurs le professeur Israël Mizan le dit aussi, à faire ce type de procédure quand véritablement on a été lésé. Maintenant Catherine, je rebondis sur ce que vous dites, quand on a subi des violences verbales, et Betsabé le disait très justement, je crois qu'on peut toutes en tant que femme dire qu'à un moment ou un autre on a entendu, on a subi soit un geste, une parole malveillante, c'est le niveau d'impact que ça va avoir notamment sur le plan psychique, psychologique, et à quel point ça va impacter la vie de la personne. La difficulté, ça je vous invite à le noter, c'est le lien de causalité. Et c'est pour ça qu'il est difficile de parler, de mettre en avant uniquement les violences verbales dans le cadre d'une procédure, parce que ce qui compte en préjudice corporel, c'est le lien de causalité entre le dommage et le préjudice. Et si vous dites, voilà, j'ai entendu ça de mon gynéco et ça m'a traumatisé à vie, donc il va falloir mettre en avant ce lien de causalité, et il faut que ce lien de causalité soit direct et certain. C'est-à-dire que pour la partie adverse se dédouanera en disant oui, mais cette femme était en train de divorcer, de se séparer, ou elle a déjà un terrain dépressif très important. Ce n'est donc pas la faute exclusive de cet acte gynécologique obstétrical. Ça pour vous dire, Catherine, oui, hélas, je suis d'accord avec vous, c'est compliqué, ou alors il faut vraiment que ces violences verbales aient été, très très puissantes, qu'il y ait eu plusieurs témoins, ou par exemple, comme Myriam l'a signifié, qu'il y ait eu au moins un praticien qui les dénonçait dans un écrit a posteriori, mais
on va dire que c'est des cas de figure plutôt très, très rares. Il est déjà 15h14. Myriam et Betsabé pour terminer, et Myriam en premier lieu, si vous voulez bien. Donc, on a beaucoup parlé de l'utilité des actes médicaux. On a parlé du consentement. On a parlé du spectre des actes qui sont violents ou qui sont pas violents. Quelles seraient, selon vous, on va dire, les bonnes pratiques du côté du patient, ou quels seraient les éléments qu'on pourrait initier pour améliorer ces violences dont à la base, on pourrait simplement les qualifier de malentendus ou d'absence de communication entre le patient et l'équipe médicale. Le mot, c'est vraiment l'absence de communication. Le patient, enfin, dans le cas de gynécologie, c'est la patiente. La patiente doit comprendre qu'elle est un être humain à part entière avec un respect qui lui est dû, qui se passe, qu'elle a l'image de l'abougement, cette image de la toute puissance, la force, c'est pas vrai, d'accord? Faut l'enlever. On reste d'humain à humain. Notre connaissance, elle doit être partagée pour soigner et dans le respect. Là, donc c'est très très difficile, mais la patiente, quelle soit, quel que soit son âge, a le droit de parler, a le droit de dire ce qu'elle pense. C'est un droit qu'elle doit avoir en elle en arrivant avec cette assurance de se dire que elle peut dire non, elle peut dire oui. Et ça, déjà, cette force qu'elles ont, il faut qu'elles la développent, il faut qu'elles partent avec, il faut qu'elles posent des questions. Moi, dans mes consultations gynécologiques ou obstétricales, je leur répète, lorsque vous rentrez à l'hôpital, si quelqu'un fait un acte sans vous le dire, vous dites qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, vous avez le droit. Voilà, c'est un droit qui sont à elles. C'est un droit humain, en fait. Quand vous rentrez quelque part, vous avez le droit de poser des questions. Voilà, ce droit de parole. Et la deuxième chose, c'est que malheureusement, alors je rebondis essentiellement sur les violences verbales, il faut faire des courriers, même s'il n'y a pas de retour. Il faut mettre ça par écrit, il faut se dire que quelqu'un l'a lu, il faut contacter des gens, parce qu'en fait, on reste sinon avec cette notion d'avoir vécu des violences verbales et que tout le monde s'en fout. C'est pas vrai. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Donc, en fait, que ces femmes se réapproprient cette capacité de dire oui ou de dire non. Je veux de parler, de poser des questions. C'est ça. Et de dénoncer tout de suite. Ah oui. Et pas dénoncer, si j'étire un petit peu votre propos, Myriam, pas se contenter de dénoncer sur les réseaux sociaux, sur Instagram ou Twitter. Non, c'est pas ça. C'est pas le but. Ça sert à rien et ça fait que, au contraire, rabaisser l'image d'une femme qui se plaint tout le temps, qui mousse, qui machin. Non, qu'elle fasse un courrier écrit concret. Date, heure, lieu, à des personnes qui sont responsables de cet endroit où ça s'est passé. D'accord. Est-ce que, juste pour terminer là, plutôt côté praticien, est-ce que vous avez la sensation que, vous avez commencé à dire, me semble-t-il, mais que depuis 2017, tout ce qui s'est passé donc autour de ces termes de violence obstétricale gynécologique a forcé les sages-femmes et les gynécologues à faire œuvre de didactisme, de pédagogie vis-à-vis des patients, bien plus que ça n'était le cas avant? Oui, il y a eu un vrai changement. C'est pas fini, mais il y a eu un vrai changement. Oui. D'accord. Écoutez, c'est à suivre encore, à suivre. Mais là où je reprends ce que vous avez dit, Myriam, c'est qu'il faut quand même être très vigilant, et je l'ai vécu moi-même, entre le privé et le public. Le privé, c'est souvent très cocon, parfois un peu plus luxe quand on accouche que sur le papier que le public. Mais effectivement, moi je l'ai vu, ils se sentent beaucoup plus libres et vous vous sentez beaucoup moins, parfois précisément parce que vous avez payé cher une chambre, etc. Oui. Vous vous sentez moins libre de contredire, alors que dans le public, vous voyez qu'il y a une équipe, des gens qui parlent entre eux, etc. Et c'est parfois plus adapté. Mais bon, ça n'est que mon petit point de vue subjectif de mère de 3 enfants. Betsabé, si vous aviez aussi un mot de la fin à nous donner, aussi des préconisations, des recommandations pour tous ces professionnels qui suivent donc notre webinaire et qui doivent orienter ces femmes qui viennent les voir dans leur bureau en leur disant, bah voilà, j'ai subi des violences obstétricales, gynécologiques. Quel serait le meilleur chemin, je dirais, de réparation selon vous? Alors, je rejoins Myriam sur la capacité à dire oui ou non. Et ça, la sophrologie va très bien le faire, c'est-à-dire que on va vraiment prendre la personne et lui apprendre à affirmer. Ça ne veut pas dire ne pas écouter le médecin, mais au moins à occuper son corps et l'espace. Voilà, ça c'est très important. Pour les solutions, il y a des professionnels extraordinaires. J'ai moi-même un gynécologue qui est un vieux monsieur maintenant à Paris, qui systématiquement, quand vous y allez, prend un miroir et vous montre votre utérus. Alors ça peut paraître bête, mais le nombre de femmes qui ne savent même pas où est leur périnée ou comment est un utérus
c'est pas si bête finalement. Et c'est un vieux monsieur. Donc il y a ce type de gynécologue qui est extraordinaire. Il y a aussi des ostéopathes. Il y a des ostéopathes qui vont masser les périnées quand il y a eu des épisiotomies très douloureuses. Donc j'ai pas fait de recherche, mais vous trouverez ça facilement sur le web. Donc, je pense que peut-être une sage-femme peut le faire aussi, masser le périnée pour vraiment gommer la cicatrice qui va pouvoir permettre à la femme après d'avoir une vie sexuelle épanouie. Et puis il y a tout ce qui est de l'ordre du toucher qui va faire énormément de bien évidemment. Donc le toucher, c'est ce qui va lui permettre de se réapproprier son corps et puis d'aller de l'avant. Voilà. Merci beaucoup, Betsabé. Il semble que nos participants ont apprécié les interventions, mais en tout cas, vos interventions étaient passionnantes et c'est vrai de croiser nos regards. C'est très important, ce sujet est très sensible. En tout cas, voilà, vous pouvez retenir mon petit mot de la fin à moi. Ce sera de vous dire à vous, assistants sociaux majoritairement, qui avez cette responsabilité d'orienter au démarrage les gens qui viennent vous voir. Il y a plusieurs chemins. Il y a plusieurs chemins. Peut-être, moi, je dirais dans un premier temps, de retourner, voir sa sage-femme, voir son gynécologue, de poser les questions, comme l'a dit Myriam, de dire, j'ai pas compris ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment je peux guérir, comment je peux enlever cette cicatrice, j'arrive plus à avoir d'intimité avec mon mari, mon compagnon, c'est compliqué. Donc, vous voyez, vraiment de pas hésiter à poser les questions avant d'aller au contentieux. Après, effectivement, comme l'a initié à l'instant Betsabé, il y a plein de chemins, il y a plein de professionnels, comme Betsabé, qui touchent et qui réparent vraiment avec leurs mains, des ostéopathes. Bref, il y a beaucoup de schémas. La méditation aussi peut beaucoup aider, le yoga à certains niveaux. Vous avez aussi des cercles de parole, des associations qui offrent une sororité à ces femmes qui ont vécu parfois toutes des accouchements difficiles. Et enfin, il y a l'avocat. Et vous voyez, je ne prêche pas toujours pour ma chapelle, mais là précisément, je dis encore une fois, il faut tirer le bon grain de livret, pas y aller toute tête baissée. Attention à cette qualification de violence qui est très importante et elle n'est pas prise en compte par les tribunaux comme ça. C'est pas parce qu'on fait une assignation en disant violence obstétricale que le magistrat va dire ah ben oui, bien sûr, ce sont des violences. Attention. Donc il faut essayer de bien circonscrire ce qu'on a vécu et demander à un avocat si ça s'inscrit effectivement dans un cadre de violence obstétricale ou gynécologique. Mais en tout cas, sachez que ces procédures de réparation de préjudice corporel liés à ces problèmes-là marchent bien, mais il faut être accompagné par un avocat qui connaît bien le sujet et on peut obtenir des indemnisations extrêmement importantes parce que souvent, malheureusement, les préjudices sont très importantes en matière de vie de famille, en matière de préjudice sexuel et en matière de vie professionnelle. Je terminerai par un petit point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais ce sera peut-être le cas. Et Myriam, je serais ravie de vous retrouver avec Betsabé à l'occasion d'un autre webinaire, peut-être pour la période septembre-décembre. C'est effectivement l'impact de ces problématiques obstétricales gynécologiques dans le monde du travail. Comment est-ce qu'on vit une fausse couche, comment est-ce qu'on vit un programme de PMA, une grossesse. Souvent, les grossesses, on n'ose pas en parler à l'employeur au départ. Donc, vous voyez, j'aimerais bien qu'on articule aussi ce sujet-là avec son impact sur la vie professionnelle. Si vous en êtes d'accord, Myriam et Betsabé pour un autre plaisir. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Alors, c'était un peu délicat parce que nous, on se voit pas. On se voit plus. Voilà, mais vous nous avez vus et entendus, donc c'est vraiment l'essentiel. Merci beaucoup, Myriam, pour votre participation. Vous êtes sur Doctolib. Oui, exact. Myriam. Vous êtes sur Doctolib. Donc, si on veut vous trouver, vous êtes sur Doctolib. Betsabé, vous êtes sur Doctolib aussi, me semble-t-il. Par votre site, on peut aller. Votre site, c'est relaxation. Je vous entends plus très bien, Betsabé. Je sais pas si. Je sais pas. Non, bon. Je sais pas si elle est encore connectée. Moi, je vais vous laisser parce que relaxationdynamique.fr. Très bien. Donc, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez une intervention éventuellement en intra chez vous, c'est aussi possible. On pourra y réfléchir. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup, Betsabé. On a largement dépassé le temps, mais le sujet le méritait. Et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous dis à la semaine prochaine sur un sujet là aussi sensible. Pourquoi il y a tant de divorces et de séparations avant les 3 ans d'un enfant. Et j'aurai l'occasion d'intervenir sur ce webinaire avec Madame Marie-Noëlle Marville, que vous connaissez bien, qui est médiatrice familiale et qui est extrêmement compétente sur ces sujets-là. À très bientôt. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.